Donc, je reviens à mes vieilles habitudes et je vous fais... j'ai regardé sur le programme, j'ai le droit d'aller jusqu'à 17h15. Donc, je vous fais une petite revue de ce qu'on a dit sur la journée. C'est bien pour ceux qui n'étaient pas là, le matin, par exemple. Parce que comme ça, vous allez voir en quelques minutes un petit tableau des différents orateurs qui sont intervenus. Les conclusions. Donc, tout d'abord, on a eu Madame Antoine qui nous a parlé du don d'organes catégorie 2 de Maastricht. On a vu que dans l'expérience française, on a un problème avec une faible activité, une efficience qui est discutable, des résultats peu satisfaisants, le fait que l'ECMO thérapeutique vient un peu parasiter la démarche. Mais néanmoins, Madame Antoine nous dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que même s'il y a beaucoup de non-fonctions primaires, les reins qui fonctionnent bien. Aussi parce qu'il y a un bénéfice de la circulation régionale normothermique, qu'elle a observé que l'efficacité des cendres est meilleure avec le temps. Il y a certains éléments, certaines choses qu'il faut savoir, comme par exemple un BMI élevé chez le donneur est peut-être une raison de ne pas prélever chez ce type de donneur. Et il y a des perspectives, comme par exemple améliorer l'ischémie chaude, l'évaluation du greffon, considérer les machines pour perfuser le rein, ça c'est assez commun, mais peut-être le foie aussi, et peut-être travailler sur des marqueurs de viabilité des organes qu'on va prélever. Je vous ai parlé, mais ça on ne va pas s'apesantir là-dessus, du protocole de Maastricht 3, de l'importance d'identifier le donneur potentiel dès la décision d'arrêt thérapeutique. Il faut savoir que les Maastricht 3 sont vraiment des donneurs qui augmentent le pool de donneurs, et les résultats sont bons. Monsieur Sainz-Barriga nous a parlé de l'imagerie dans le don d'organes. Il est clair que c'est une démarche, le CT scan avec contraste, c'est une démarche qui est rapide, facile à mettre en œuvre. On a l'habitude de faire ça aux soins intensifs. Et dans l'expérience française, en tout cas, il y a une grosse faisabilité avec clairement une amélioration de la qualité de l'information au sujet des donneurs potentiels, notamment dans la recherche de petites tumeurs ou bien pour faire des biopsies guidées ou peut-être pour évaluer la circulation. Et aussi un gros avantage dans le partage des informations qu'on peut retirer à partir de l'exploration du donneur potentiel. Donc, selon lui, c'est une démarche qui fait partie de la prise en charge du donneur, qui requiert des compétences médicales et chirurgicales pour interpréter les images, évidemment. Mais néanmoins, le CT scan avec angiographie est sensible, accessible. Il aide au diagnostic de la mort cérébrale lorsque la question se pose et il permet d'examiner tous les organes avec beaucoup de finesse. Il y a un petit bémol néanmoins, c'est que si on fait un CT scan avec contraste chez un patient donneur diabétique, il faut savoir que ça risque d'avoir des répercussions sur sa fonction rénale. Et dans ce cas-là, il faut peser le pour et le contre et penser à bien hydrater le donneur. Ensuite, on a eu un double exposé sur l'éducation thérapeutique du patient transplanté par Madame Prinsen et puis par une autre oratrice dont le nom reviendra plus tard. L'idée, c'est de aider le malade à mieux gérer la maladie chronique, parce qu'être transplanté, ça reste vivre avec une maladie chronique. Donc le but, c'est renforcer les capacités du patient pour se prendre en charge. Les bénéfices attendus sont une amélioration des connaissances du patient, qui va lui permettre de résoudre les problèmes qu'il rencontrera dans la vie de tous les jours. L'objectif est aussi de favoriser l'amélioration de son état clinique, de sa compliance au traitement et en définitive de sa qualité de vie. Bien entendu, l'éducation thérapeutique n'est pas la solution à tout. Il faut quand même rester ouvert aux priorités du patient et il faut vraiment travailler sur l'adhésion du patient à ce projet. On va revenir un peu en local. Au niveau du CHU, il y a une cellule qui est bien en place avec une approche se fait en différents niveaux. D'abord, il y a un diagnostic éducatif qui veille à connaître le contexte dans lequel vit le receveur potentiel, savoir ce qu'il sait sur sa maladie, savoir quel est son projet. On fait une sorte quelque part d'analyse SWOT où on essaie de mettre en avant, de détecter les faiblesses par rapport à la personnalité et à son milieu de vie de l'individu, mais aussi les forces qu'il peut avoir. Et l'objectif, évidemment, du diagnostic éducatif est aussi d'établir une relation de confiance pour pouvoir mettre ensuite, au moment de la greffe, un programme éducatif qui va aller au rythme du patient, qui mettra l'accent sur des procédures importantes dans les mesures de soins et de sécurité. Et ensuite, il y aura un suivi ambulatoire avec un ajustement de la prise en charge, le travail sur la compliance, le travail sur les soins de base, une importance de l'écoute de la part des soignants, mais aussi
puis de la disponibilité, comme par exemple en communiquant des coordonnées de contact. Alors les perspectives au CHU, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème d'infrastructure parce qu'il y a un problème de locaux. Par contre, il y a des éléments très positifs comme la collaboration avec d'anciens greffés qui viendraient comme peut-être parrainer de nouveaux greffés. Des réflexions sur la clinique de transition du jeune adulte parce qu'il n'est plus enfant, mais il n'est pas encore vraiment adulte et il se trouve un peu entre deux chaises, et certainement d'autres politiques d'éducation à développer. Madame Boissonnat a continué l'exposé sur les projets thérapeutiques avec la mise en évidence que l'adhérence du patient transplanté au projet d'éducation thérapeutique est fondamentale et que ça reste un phénomène complexe et que la non-adhérence est bien montrée comme étant un élément de mauvais pronostic en termes de résultats. Et la non-adhérence dépend de plusieurs choses, notamment de la complexité des traitements, d'aspects fondamentaux qui ne seraient pas compris, et la non-adhérence peut être aggravée par l'entourage, peut-être par des troubles cognitifs chez les plus âgés des transplantés, et peut-être aussi par la société elle-même qui agit avec notamment, dans cette époque de télé-réalité, peut-être dans le sens de la désinformation. Alors l'éducation thérapeutique, Madame Boissonnat a bien pointé qu'il y a des limitations, notamment dans le sens que c'est un axe descendant. Et cette limitation est surtout importante chez les adultes plus jeunes, d'où son idée de construire un jeu qui s'appelle Mon quotidien par cœur. Je crois qu'il y a moyen de le voir peut-être encore cet après-midi, ce soir, qui a pour but vraiment d'apprendre sous différentes thématiques aux receveurs comment ça se passe une fois qu'on est transplanté, à quoi doit-on faire attention au niveau à l'hôpital, à la maison, à la pharmacie, lors du travail, lors des loisirs, et alors il y a une case surprise, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle contient. Ce jeu est en cours d'évaluation, et donc on sera intéressé peut-être d'avoir des nouvelles plus tard. Madame Rimbaud nous a parlé du suivi psychologique, qui est évidemment essentiel chez le patient transplanté, mais dès le stade de la pré-greffe, dans tous les contextes de la transplantation, que ce soit dans des contextes de transplantation à partir de donneurs cadavériques, mais également dans le don vivant, et dans ces cas-là, c'est le plus souvent des dons intrafamiliaux, comme on nous a parlé juste maintenant. L'accompagnement aussi dans d'autres situations, comme dans les gestes douloureux. La notion que pour le candidat receveur qui se trouve dans une affection terminale, il est confronté à des grands conflits internes, et notamment avec le conflit de la finitude qui est vraiment perçu de manière très aiguë. Madame nous a expliqué que l'approche est vraiment différente selon l'organe concerné, que tout le travail doit se faire dans le sens de l'acceptation du don. Que dire encore que le donneur est confronté à des difficultés parce qu'il y a des mécanismes d'incorporation psychique qui requièrent différentes phases. Il y a une situation d'ambivalence. L'organe, c'est lui, mais c'est pas vraiment lui. Qu'il y a une déception par rapport à la transplantation parce que être transplanté, ce n'est pas être guéri. Il y a aussi un grand concept qui semble très important, c'est la notion de contre-don. La psychologue de mon service a mis le point sur cet aspect-là. Dans le don d'organes, il y a la notion de donner, de recevoir, et il y a aussi la notion de rendre, une notion qu'on peut accomplir à travers l'organe qu'on a reçu soi-même, en prenant soin, par exemple. Alors j'ai bien aimé évidemment la citation de Arthur du même nom, dans Lettre du voyant, « Je est un autre ». Enfin, non pas enfin, presque enfin, Madame Collard nous a parlé d'un sujet très touchant. Enfin, moi j'ai trouvé très touchant qui est la question des enfants et adolescents réfugiés en insuffisance rénale. Que faire? On pourrait évidemment réfléchir et élargir la réflexion à tout patient, enfant ou adolescent avec une insuffisance terminale d'organes ou une maladie grave, que sais-je. Mais néanmoins, les histoires rapportées sont extrêmement touchantes et amènent plein d'interrogations sociétales. À l'heure du populisme, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Et on s'aperçoit que nous, qui travaillons dans le domaine de la transplantation, on n'est pas dans le même monde qu'eux, clairement. On voit que c'est vraiment un domaine extrêmement complexe parce qu'il y a non seulement les médecins confrontés à ces situations-là, et là, franchement, je salue leur courage, leur abnégation. Non seulement il faut avoir des compétences médicales, mais également des compétences administratives, éducationnelles et autres. C'est vraiment une approche multidisciplinaire. J'ai bien compris que c'est impossible de faire ça tout seul comme docteur.
et que il y a une série de challenges, je crois qu'on en a mentionné 5. Il y a le challenge médical, il y a le challenge psychologique, et notamment parce que ces enfants qui viennent d'ailleurs, ils viennent pas nécessairement parce qu'ils ont trouvé que c'était une chouette lieu de villégiature, la Belgique. Ils ont souvent vécu des trucs atroces et ils ont un gros stress post-traumatique à gérer. Il y a un choc culturel, il y a un choc sociétal, et puis alors il y a tout le parcours juridique, et on a un certain TF qui ne nous aide pas beaucoup dans le domaine. Et finalement, c'est une question qui touche des enfants qui sont soumis à un risque vital. Et là, franchement, on se dit, ici, on n'est pas dans les valeurs éthiques que nous connaissons habituellement en médecine, on est face à une justice non distributive. Donc ça, moi, j'ai trouvé vraiment extrêmement troublant cet exposé-là. Et finalement, on a eu l'honneur d'avoir 2 témoignages remarquables, l'un et l'autre un peu différents, mais vraiment remarquables. Je ne vais pas pouvoir détailler plus le témoignage de Madame Lebec, je m'excuse. Je ne vous connais pas aussi bien que je connais Thierry et Claudine, mais je sais que vous œuvrez dans la même direction, en tout cas en pensée. Vous avez un parcours extrêmement courageux parce que, comme vous avez exprimé, vous avez été confronté aux 2 facettes de la question du don d'organes, et avec énormément de douleur dans les 2 facettes. Juste à dire respect. Et puis, Thierry et Claudine, je les connais un peu plus. Je les connais grâce à lui, à Laurent, qui a perdu la vie dans une catastrophe qui est survenue ici à Liège, qui nous a tous touchés au plus profond de nous-mêmes. Les Liégeois, vous en êtes peut-être aperçus pour les Français de France, que la population liégeoise est d'un naturel très accueillant, très chaleureux, et voir ça sur nos terres, c'était inconcevable. Et quand ça touche des gens et qu'on apprend à connaître la détresse, à toucher la détresse aussi près, on reste bouleversé. D'autant que là aussi, il y a un parcours, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, un peu délicat, parce que les victimes ne sont pas toujours bien reconnues là où elles sont. On a quand même une mémoire à Laurent et aux victimes de cette catastrophe sur notre place Saint-Lambert à Liège. Et puis, comme vous l'avez entendu, Claudine et Thierry ont fondé une association qui s'appelle Chaîne de Vie. Voilà, il y a un site, c'est pas compliqué, c'est chaîne au pluriel de vie. Chaîne au singulier de vie au pluriel.be. C'est assez intéressant parce que c'est un site qui vous communiquera des informations, et notamment il y a des liens vers d'autres sites, celui du fédéral pour le don d'organes, mais également le site du CHU qui répond à des questions sur le don d'organes. Il y a une page Facebook, vous pouvez toujours aller visiter. Thierry et Claudine ont organisé des manifestations dans le but de promouvoir le don d'organes, et comme l'a dit Thierry, c'est plus son core business de venir témoigner comme parents de donneurs et parents de victimes et victimes. C'est plus dans le fait de regarder vers demain et d'essayer vraiment de nous amener tous à avoir une réflexion sur la question du don d'organes. Et il ne s'arrête pas dans des manifestations du type manifestations sportives. Thierry et Claudine sont extrêmement actifs dans le domaine de la communication aux plus jeunes, et les plus jeunes, c'est la société de demain, et on a vraiment l'espoir que leur démarche va changer un peu la société. Et comme dit le petit cartoon ici, le verbe qu'il faut apprendre, c'est le verbe donner. C'est pas pour rien que Claudine et Thierry sont devenus en 2012 les Liégeois de l'année. On aime bien avoir des petites récompenses dans la province, et je crois qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait avoir ce titre à l'époque.